Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, dont voici les principaux titres. Le ministre du Travail, Hassan Idriss Samri, a entamé une visite de travail au Qatar. Et concernant l'attentat à Istanbul, l'attentat meurtrier à Izmir, la piste du PKK est privilégiée. Voilà, c'était les titres qui vous seront développés. Merci à vous de nous rejoindre. Le ministre du Travail, chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idriss Samri, a entamé mercredi 4 janvier dernier une visite de travail de 4 jours dans l'État du Qatar. Il était accompagné par Mohamed Awal Dirir, secrétaire exécutif des réformes d'administration, du directeur général de l'ANEFIP et du directeur de l'INAP. Cette importante visite de travail s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la convention bilatérale sur l'échange de main-d'œuvre signée entre la République de Djibouti et l'État du Qatar. Le ministre a été reçu donc ce matin au palais de l'émir en présence de Daïb Doubad Roblé, ambassadeur de la République de Djibouti à Doha, et par le Premier ministre de l'État du Qatar, le Cheikh Abdallah Ben Nasser Ben Khalifa Al Thani. Le ministre Hassan Idriss a transmis au Premier ministre qatari les salutations de son homologue djiboutien Abdelkader Kamel Mohamed et a adressé le souhait d'effectuer une visite dans son pays frère qui est Djibouti. Au cours de ces entretiens, les deux parties se sont félicitées de l'excellence des relations de fraternité et de coopération bilatérale qui existent entre les deux pays et ont longuement examiné les voies et moyens de les renforcer et la coopération dans le domaine de l'échange de main-d'œuvre, de la création d'emplois et de la lutte contre le chômage. Le Premier ministre qatari, le Cheikh Abdallah Ben Nasser, s'est dit réjoui de cette visite et a rassuré le ministre de l'État et le peuple qatari qui sont disponibles pour apporter toute assistance requise et accompagner Djibouti dans son processus de développement. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, Diaïdine Saïd Bamachrama, a été reçu le 4 janvier dernier dans son bureau par le ministre du Transport en Arabie Saoudite, Suleiman Al-Hamdan, qui est en même temps coprésident de la commission mixte Djibouti-Saoudia. Sur les opportunités de développement des relations économiques et commerciales entre les deux pays frères et en particulier les liaisons portuaires entre les deux pays ainsi que la préparation de la prochaine commission mixte. La prochaine visite de la délégation des hommes d'affaires saoudiens à Djibouti a été aussi parmi les points évoqués entre les deux responsables. Dans le cadre de sa visite officielle, le ministre yéménite de l'administration locale, Abdelraqib Saif Fathi, a procédé hier à une visite d'inspection à l'école yéménite située à Djibouti pour voir de près la situation des étudiants réfugiés yéménites. Le ministre, qui était accompagné par l'ambassadeur du Yémen à Djibouti, Abdallah Ben Moussallem Al-Soukadri, était accueilli à son arrivée par le président du conseil d'administration de l'école yéménite, qui est aussi le directeur du bureau régional de l'ONG WAMI, Maïsara Mohamed Seif, et le directeur de cet établissement scolaire, Abdelraqib Mohamed, ainsi que les enseignants et les élèves. Cependant, la délégation yéménite a en premier lieu tenu une rencontre avec les responsables de cette école pour passer en revue les programmes et les activités réalisées par cette école depuis sa création en 1991. Ainsi, le directeur de l'école yéménite a souhaité la bienvenue à la délégation yéménite conduite par le ministre de l'administration locale, tout en affirmant l'importance que revêt cette visite de 4 jours du genre à Djibouti. Ensuite, le ministre yéménite de l'administration locale, qui est en visite à Djibouti, a visité les différentes salles qui ont constitué cette école qui accueille des étudiants et des élèves yéménites qui ont fui la guerre qui se déroule à présent dans leur pays depuis mars 2015 pour évaluer la situation de ces élèves et les étudiants qui poursuivent leur carrière éducative à Djibouti grâce à un financement offert par l'organisation non gouvernementale WAMI. La délégation yéménite a poursuivi sa visite tout en se rendant au gardien de cette école qui accueille des petits-enfants. Et pour finir cette visite, c'est terminé avec le ministre yéménite de l'administration locale qui a rencontré les élèves et les étudiants qui ont fui la guerre déclenchée dans leur pays et a évoqué avec eux les problèmes qu'ils ont rencontrés. Dans une interview accordée à la télévision nationale, le président du conseil d'administration de l'école yéménite, Maïsara Mohamed, a remercié le ministre yéménite de l'administration locale pour sa visite qu'il a effectuée à Djibouti et qui vient dans le cadre des efforts visant à améliorer les conditions de vie des réfugiés yéménites à Djibouti.
Et par la suite, dans une interview qu'il nous a accordée, le ministre yéménite a salué le gouvernement et les peuples djiboutiens pour leurs efforts inlassables menés durant les 2 dernières années en faveur des réfugiés yéménites installés à Djibouti et qui avaient fui la guerre dans leur pays. M. Fathi a salué aussi les efforts entrepris par les responsables de l'école yéménite à Djibouti pour accueillir les élèves déplacés de la République du Yémen qui poursuivent leurs études grâce à l'appui de l'organisation WAMI. Il a affirmé que cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement yéménite pour aider les réfugiés à Djibouti. Le ministre yéménite a profité de cette occasion pour exprimer sa gratitude pour les bonnes relations et la coopération entre la République de Djibouti et la République du Yémen. Rappelant que le ministre de l'administration locale du Yémen a participé lundi dernier à une cérémonie de signature d'un contrat qui s'est déroulé entre l'ONG WAMI, l'école yéménite à Djibouti, avec la coordination de l'ONARS. Grâce à ce financement de l'ONG WAMI, quelques 200 élèves issus des réfugiés yéménites urbains ont pu poursuivre une éducation de qualité à Djibouti dans l'école privée yéménite. Et le ministre yéménite a rencontré également hier les représentants des organisations caritatives du pays arabe opérant à Djibouti pour discuter de la promotion des services de secours et de l'aide destinée pour les réfugiés yéménites, en particulier du camp Markazi pour les réfugiés yéménites dans la région d'Obok. Cette rencontre a vu la participation de l'ambassadeur du Yémen à Djibouti, du directeur du bureau régional de l'ONG WAMI et du directeur régional du comité africain de secours, du directeur du bureau de Qatar Charity, ainsi que le responsable de l'Islamic Relief International et le représentant du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le ministre yéménite a informé les participants à la réunion sur les efforts déployés par le gouvernement légitime du Yémen pour résoudre la crise dans la République du Yémen. Il a aussi salué les efforts déployés par ces organismes au cours des 2 dernières années pour alléger les souffrances des réfugiés yéménites sous la supervision de l'ONARS. Les victimes du ministère de l'Intérieur de Djibouti, à son tour, le directeur régional du bureau a appelé d'établir un conseil de coordination qui comprend les représentants d'organisations pour renforcer la coordination des interventions dans différents aspects, notamment de la santé, de l'éducation et du secours, visant à améliorer les conditions de vie des réfugiés yéménites à la fois dans la capitale et sur les territoires d'Obok. Sous l'égide du secrétaire général du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Wahib Hamadou, s'est tenu ce matin à la salle de réunion du ministère des Finances une réunion de programmation du plan de travail pour l'année 2017 à laquelle ont pris part les présidents des fédérations djiboutiennes sportives. Le secrétaire général a commencé par formuler ses vœux pour la nouvelle année, puis a souhaité plein succès dans toutes les disciplines pour les fédérations. Il a par ailleurs souligné l'intérêt particulier accordé au département de la promotion et au développement du sport, facteur de cohésion nationale. Il a ensuite enchaîné sur des points à l'ordre du jour tels que l'aspect sécuritaire, les ordres de mission, les programmes de médiatisation, les dotations, les congrès, la participation aux compétitions internationales. La conseillère technique en communication, puis le directeur des sports ont tour à tour présenté l'objectif de la réunion. Pour la conseillère technique, il s'agissait d'évoquer la partie couverture médiatique de chaque activité pour une meilleure visibilité de celle-ci et également établir en concertation avec les présidents des fédérations un calendrier de passage de ces derniers à l'émission sport de la RTD pour le développement des sports. Il s'agissait de développer puis de recueillir les réactions des présidents quant au point à l'ordre du jour. Et après un dernier échange de points de vue qui a permis à chacun de s'exprimer et de souligner les difficultés rencontrées dans la réalisation des activités, le secrétaire général, avant de clôturer la réunion, a encouragé les présidents à promouvoir davantage d'abord les disciplines dont il avait la charge, ensuite la question genre et enfin développer le sport dans les régions. Et en ce qui concerne les ligues régionales que le secrétaire d'État en personne a voulu et exigé qu'on relance, nous avons exhorté à toutes les fédérations présentes ici de bien vouloir s'intéresser de près aux régions et localités, parce que les talents que nous recherchons et qui vont représenter Djibouti dans les concerts des grandes nations du sport se trouvent en général dans les régions. Santé à présent, l'Institut national de santé publique de Djibouti, l'INSPD, a effectué mercredi soir une vaste opération de pulvérisation à grande échelle dans les 2 communes, à savoir la commune de Rasdika et la commune de Boulaos.
L'objectif de ces opérations de pulvérisation est de réduire les vecteurs de moustiques, les mouches et les insectes responsables des infections comme la diarrhée ou le paludisme. Par ailleurs, l'Institut national de santé a disponibilisé plus de 7 véhicules équipés avec les machines de pulvérisation automatisées pour éliminer tout genre de vecteurs nuisants à la santé de la population. Ces agents d'hygiène ont débuté leur intervention d'éradication des mouches et moustiques dans l'après-midi hier et ont terminé leur opération vers 3 heures du matin. Notons toutefois qu'à travers ces interventions, l'INSPD vise à apporter des solutions appropriées en matière d'hygiène et réduire ainsi l'impact et les conséquences néfastes que peuvent générer les éventuelles épidémies. Et enfin, ces activités de pulvérisation s'inscrivent dans le cadre de la politique sanitaire du ministère de la Santé de lutte contre tout genre de vecteurs apparents. Et dans le dossier de cette édition, la République de Djibouti a célébré hier la journée nationale de l'artisan et de l'artisanat. 15 artisans au total, issus des 5 régions de l'intérieur, se sont vus récompensés. À cette occasion, nous vous proposons aujourd'hui un portrait d'un artisan de la région de Tadjoura. C'est un reportage de la rédaction et un commentaire de Abdulrahman Mohamed Chibachi. Il est 5h45, le soleil s'élève sur Dougoum. C'est un petit village de 150 habitants où le mode de vie a changé radicalement en moins de 4 ans. Une transformation aussi bien dans les habitudes des hommes et des femmes que dans l'organisation spatiale. Des habitations construites à l'intérieur de plusieurs enclos, des ruelles propres et spacieuses qui démontrent à première vue l'organisation de ces campements ruraux. Un campement où les notions de partage et de solidarité sont les leitmotivs de cette communauté qui vit essentiellement de l'écotourisme et de l'artisanat. À l'origine de ces changements, cet homme, Daoud Ahmed, originaire d'Ardo Bankwale, un village voisin. À son actif, une longue expérience du tourisme intégré. Il utilisera ses acquis pour servir sa communauté. waxay siri kadata yankii ka hadhaanigeenaha maggumari yamaate waysa butalenu yamaate hinna idigalenu yamaate to adi to waxay siri adata waysa hatu ke waysa gubeleni na yubleni yani wadi fallagotu tamitah yamari sinni fallagotu tamitah yamarini luktamiti tunnala nunu disu hayne namma disu hogahne. Ces deux associations sont celles des Dougoumois et les abeilles des Dougoum. Les abeilles, ce sont ces femmes de ces villages, actives et déterminées à changer leur quotidien. Cet organisme, créé par un couple français, a permis notamment la facilitation de l'accès à l'eau, à la santé, à l'énergie, à travers les solaires, ainsi qu'à l'éducation des plus petits. Cet appui des abeilles des Dougoum a consolidé l'esprit d'entraide des Dougoumois, inculqué aux enfants les valeurs fondamentales telles que le respect de l'environnement immédiat, et de donner aux femmes la chance de s'instruire. Une association qui s'implique activement dans les bien-être des habitants. Le village étant en pleine dynamique, il y avait un besoin au niveau de l'infirmerie, donc nous lui avons proposé de venir ensemble pour créer l'infirmerie, mettre en place des protocoles et aussi faire de l'éducation à la santé à toutes les femmes et aux hommes du village. Dougoum est aussi connu pour son miel, mais surtout pour avoir été le premier village à fabriquer du fromage. Les voilà ici servis à l'hôtel Corto Maltese, l'artisanat constituant aussi l'une des plus importantes activités génératrices de revenus. Ici, les femmes du village travaillent le raffia et partagent leur expérience pour perpétuer la tradition. Les habitants de Dougoum sont attachés à leur tradition, mais s'ouvrent aussi de plus en plus à la modernité. Le préfet de la région souhaite ainsi que les autres villages s'alignent sur ces modèles de vie en communauté. Pourquoi ne pas reproduire ces modèles? Nous cherchons, avec l'appui certainement des partenaires au développement, à reproduire ces modèles en fonction du contexte de chaque village. Nous avons des villages qui certainement ont de l'avance, mais il y a encore les degrés d'implication n'est pas les mêmes parce qu'ici ils ne sont pas très nombreux et là-bas il y a des endroits où le nombre est beaucoup plus important. L'adhésion elle est là. Ils agissent, je parle un peu des Adaïlou, ils agissent dans l'environnement grâce à l'association EVA. Il les reste encore
certains points à améliorer. Bon, tous les villages ou la population de certains villages peuvent apporter des améliorations au jour le jour. Avec l'accès aux besoins élémentaires et des activités génératrices de revenus, la situation du village de Dougoum s'améliore de jour en jour. Et c'est aussi grâce au tourisme participatif où le respect des populations et de leurs environnements reste essentiel. Les Dougoumois ont une dernière chose à dire, soyez le bienvenu. Aujourd'hui, toujours en nouvelle nationale, l'ONG EVA a procédé à la clôture de la seconde phase du projet transfert de paquets de connaissances, de technologies et d'innovation pour la réduction et la gestion des risques de catastrophes au niveau communautaire dans la région de Tadjoura. Financé par Swedish International Development Agency, ce projet initié en février 2016 est exécuté sur le terrain par l'ONG EVA sous la supervision de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, et cible deux localités rurales situées dans la région de Tadjoura. Le projet axé sur la lutte contre les effets du changement climatique vise à renforcer la résilience des communautés pastorales vulnérables par le biais de systèmes d'alerte précoce et la réduction des risques de catastrophes au niveau communautaire. Une délégation du membre d'EVA s'est rendue dans les localités de Sourra et le secteur de Boli pour voir sur le terrain les aspects de mise en œuvre des activités planifiées dans le cadre de cette nouvelle phase du projet qui a été réalisée en cours de 2 mois. Des matières de la protection de l'environnement, ce projet qui dirait 2 mois dans les secteurs de Sourra et Boli et Assassin dans le nord, et dans le site il y a le site de Bonta. Dans le projet, nous avons pu mettre en action avec les communautés cibles des protections des arbres, des mini-barrages, des linéaires. Donc nous avons pu mettre en œuvre ces actions durant ces 2 mois avec les communautés cibles. Donc nous remercions la FAO qui nous a appuyés dans ces projets. Et nous souhaitons aussi continuer avec la communauté cible et demander aussi à la FAO de nous appuyer pour la suite de ces projets. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. En Turquie, un attentat meurtrier à Izmir, la piste du PKK est privilégiée. 5 jours après la tuerie d'Istanbul, la Turquie a été frappée par un nouvel attentat à Izmir. Une voiture piégé a explosé devant un tribunal de la 3e ville du pays. Un policier et un huissier de justice ont été tués, 6 autres personnes ont été blessées. En outre, 2 assaillants présumés sont morts dans une fusillade avec les forces de l'ordre. Un 3e serait recherché. Cette fois, c'est la rébellion kurde du PKK qui est pointée du doigt. Pour l'instant, les premiers éléments indiquent que le Parti du travailleur du Kurdistan est derrière cette attaque, a déclaré Herold Ayildiz, gouverneur de la province d'Izmir. Le secteur a été rapidement bouclé par les forces de police, mais une foule est malgré tout venue crier sa colère sur les lieux du drame. Et selon les autorités, le carnage aurait pu être bien plus important. Les assaillants, très lourdement armés, ont été stoppés à un contrôle de police devant le tribunal. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous. Nous retrouvons le Focus dans quelques instants. Donc de rester avec nous et de nous rejoindre pour ce Focus de cet après-midi avec Hussein Aoulet. Bonjour Hussein. Bonjour Ahmed. Donc nous savons que la Banque Centrale Européenne admet que les Européens sont devenus plus pauvres. L'Europe est devenue plus pauvre et plus inégale ces dernières années, selon une enquête de grande ampleur menée par la Banque Centrale Européenne auprès des ménages européens. Effectivement, Ahmed, et pour son enquête concernant les finances et la consommation des ménages de la Banque Centrale Européenne a rassemblé des données provenant de 84 000 foyers dans les 18 pays de la zone euro. Cette enquête a été publiée en décembre 2016 et concerne Ahmed la période 2010-2014. Il s'agit des données les plus récentes disponibles à l'heure actuelle. Dans les grandes lignes, la Banque Centrale Européenne suggère que les retombées de la grande crise financière ont continué à appauvrir la plupart des Européens et que les gouvernements européens en général n'ont pas réussi à augmenter ou à étendre plus largement les richesses au sein des populations. Voici les autres conclusions principales de cette enquête. La richesse européenne médiane nette est de 104 100 €. La deuxième centile les plus pauvres a une richesse nette inférieure à 1/100 de la richesse médiane avec seulement
000 euros, Ahmed. Et une tempête de neige s'abat également sur le centre de l'Europe. Effectivement, une tempête de neige s'abat sur le centre de l'Europe, de l'Autriche à la Pologne, en passant par la Hongrie et la République tchèque. En Bohême, près de 50 cm de neige sont tombés en région montagneuse, provoquant de nombreux accidents de la route. Le trafic est fortement perturbé. La Tisa, frontière naturelle entre la Hongrie et la Serbie, a même gelé. Merci Hussein pour toutes ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est tout pour ce focus. Et passez un excellent après-midi sur Télé Djibouti.